Bien, nous avons maintenant au téléphone le technicien me fait signe. En tout cas, nous avons le général Martinez. Général Martinez, vous êtes parmi nous? Oui, bonjour. Bonjour mon général. Je salue au passage le père Pagès. Merci mon général. Bien, je crois que vous êtes vu dans des lieux mal pensants, me semble-t-il, à Béziers récemment. Vous avez fait votre carrière dans l'armée de l'air à la sortie de l'école de Salon-de-Provence, donc en 76, vous optez pour la spécialité renseignement. Durant votre longue carrière, vous avez été l'un des principaux spécialistes français du renseignement. Vous êtes depuis 2002 en deuxième section, sachant qu'un militaire de haut grade n'est jamais vraiment totalement en retraite. Nos auditeurs se souviennent que je vous ai reçu en février dernier, à ce même micro. Oui. En compagnie du général Christian Piquemal, du colonel de gendarmerie Fabrice Fanet, ainsi que de Luc Sommer, qui est le concepteur des réseaux Rémora. Oui. Sur le thème Résistance patriotique face à l'islam radical, une émission qui a eu un certain écho, comme vous le savez. Un thème qui est sans doute, et qui est même sans aucun doute, promise à une actualité de plus en plus brûlante, si l'on en juge, d'après le récent attentat qui, une nouvelle fois, a frappé l'Europe à Manchester. Nous aurons naturellement l'occasion d'en reparler au cours de notre entretien. Général Martinez, je vous reçois aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre livre « Quand la Grande Muette prendra la parole », édition Apopsyx, préfacé par Yvan Rieufol. Oui. En général, prendre la parole, vous le faites finalement abondamment, puisque ce livre regroupe sur quelques 400 pages, une soixantaine de tribunes et de chroniques que vous avez publiées depuis 2009 dans divers médias. Et je me permets de citer bien volontiers Riposte laïque, présidé par Pierre Cassan, qui est un habitué de notre libre journal. Oui. Vous n'y allez pas par divers chemins, je dirais. Vous ne parlez pas la langue de bois. Les auditeurs que je ne saurais trop encourager à lire votre livre s'en apercevront. Prendre la parole, vous le proclamez dès votre introduction, c'est un devoir, je vous cite, Général Martinez, c'est un devoir quand l'État trahit la nation. Oui. Vous parlez de trahison, ce sont des paroles fortes, Général Martinez. Oui, absolument, mais on a pu se rendre compte, notamment... je ne vais pas remonter les 40 dernières années, mais ne serait-ce que le dernier quinquennat qui vient de se terminer a été, de ce point de vue, catastrophique. Quand on a un président de la République qui avoue dans ses confessions, publiées dans un livre par les deux journalistes du Monde, qu'il en est à se poser la question comment éviter la partition, tout est dit. J'avoue très franchement que le français moyen ne peut pas comprendre. Pourtant, les responsables politiques ont une tâche, une fonction noble qui est celle de maintenir l'unité d'une nation et d'assurer la protection de la collectivité dont ils ont la charge. Or, on s'est rendu compte que c'est au cours des 3 dernières années, la France a été frappée à plusieurs reprises de façon ignoble. Et là, on a l'impression qu'on ne veut toujours pas comprendre. C'est pour cela que je dis que l'État trahit la nation, parce que il ne remplit pas la mission qui doit être la première de ses missions, c'est-à-dire assurer la protection de la collectivité dont il a la charge. Et comme vous avez pu le constater également dans certains de mes écrits, moi j'appelle un chat. En effet, oui. Lorsque à ce niveau de l'État, on engage un certain nombre de décisions, de réflexions qui vont à l'encontre de l'intérêt de la nation, on peut parler de trahison. Tout naturellement, on est trahi. Ouais, voilà. Ouais. Pourriez-vous, mais alors évidemment très rapidement, parce que nous ne pouvons pas rentrer dans les détails, donner l'état actuel des forces, de nos forces armées? Alors, comme vous le savez, c'est pas moi qui l'ai dit en plus, c'est le chef d'état-major des armées actuel, le général de Villiers, qui a fait un certain nombre de déclarations ces derniers mois, qui sont un petit peu différentes de celles qu'on a pu entendre auparavant, et qui a indiqué que, en termes de capacité
côté stratégique, nous avions atteint nos limites et que nos forces armées étaient au taquet. C'est son expression, au taquet. Nos forces armées, depuis la fin de la guerre froide, comme je le dis très, très souvent, n'ont jamais été autant engagées à l'extérieur depuis la fin de la guerre froide, et y compris sur le territoire national aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs mois, dans le cadre de l'opération Sentinelle. Et on a cessé de réduire nos forces, que ce soit en effectifs ou en moyens financiers. Deux chiffres, si vous voulez. Sous le quinquennat de M. Sarkozy, nous, les forces armées, ont perdu 54 000 hommes. 54 000 hommes. Sous le quinquennat de M. Hollande, le livre blanc de 2013 prévoyait 34 000 suppressions supplémentaires. Vous imaginez, on en arrivait à 90 000. Il a fallu que ces actions islamistes sur le territoire et l'opération Serval également qui avait été déclenchée, le gouvernement et le président aient changé un peu son fusil d'épaule, si je puis dire, et ces 34 000 se sont limités aux 17 000 qui avaient déjà été réduites au cours des premières années du quinquennat. Le résultat, c'est quand même plus de 70 000 hommes en moins. 70 000 hommes en l'espace de 5 ans, de quinquennat, de programmation militaire. Voilà. Dans sa préface à votre livre, Yvan Rioufol parle, je cite, de l'état d'hébétude qui saisit les élites, guillemets, on emploie toujours maintenant le mot élite avec des guillemets très ironiques bien sûr, comme vous l'imaginez, des élites de droite ou de gauche depuis les années 70. Donc état d'hébétude. J'ai eu l'occasion de recevoir à ce même micro Alain Wagner, consultant à l'International Civil Liberties Alliance, l'ICLA, qui est venu nous parler du protocole de Barcelone. Les propos qu'il a tenus à cette occasion étaient absolument limpides, général Martinez. Les stratégies de conquête de l'Europe par l'islam n'ont été possible qu'avec la complicité active des élites européennes. Il est donc inexact de parler de méconnaissance ou d'hébétude de nos élites, lesquelles agissent et laissent agir en toute connaissance de cause. Vous avez parlé de trahison, et bien le général Martinez, les propos d'Alain Wagner vont tout à fait dans votre sens. Absolument. Nous avons eu d'ailleurs l'occasion de nous rencontrer, mais si vous voulez, cet état d'hébétude, de naïveté, probablement qu'au début ça a été le cas, parce qu'on ne veut pas croire ce que dit, non pas l'adversaire, mais l'ennemi. C'est bien là où se pose le problème. Mais pendant des décennies, on a bien vu cette stratégie se mettre en place. Et c'est là où on peut ne pas comprendre la démarche de nos élites, entre guillemets, parce que les choses sont quand même claires. Et la doctrine est affichée en plus. C'est cela qui est terrible. Ce n'est pas ce document qui a été signé, cette stratégie culturelle islamique à l'extérieur des pays islamiques, donc ça nous concerne tous Européens. C'est un document qui a mis des années en plus depuis les années 70, mais je veux dire 75, cette dernière stratégie, le document officiel affiné, corrigé, amendé, etc., a été signé en 2000 à Doha, au Qatar, par les 57 pays de l'OCI. Donc les choses sont claires, il suffit, en plus, le document est accessible par tous sur Internet. Tout à fait, de le lire, et les choses sont très claires. Et c'est en cela où je reviens, et j'insiste lourdement lorsque je dis que l'État trahit la nation. Notre confrère, justement, vous parlez d'accessibilité de ce document, notre confrère lesobservateurs.ch, en un seul mot, a réalisé un dossier sur ce protocole de Barcelone. Alors, amis auditeurs, tapez lesobservateurs.ch Alain Wagner et vous aurez accès à l'ensemble des liens concernant ce protocole. L'ex-ministre Manuel Valls, l'ex-premier ministre Manuel Valls avait en son temps demandé aux Français de s'habituer aux attentats. S'habituer aux attentats. Quel est selon vous l'état d'esprit de l'opinion publique française? Est-ce que on va vers une exaspération ou bien au contraire une résignation? Autrement dit, peut-on encore compter sur un sursaut salvateur, j'allais dire, du peuple profond, celui qui en particulier ne vote plus parce qu'il a le sentiment que la démocratie le mène à l'abattoir? Oui.
c'est un véritable problème. Je commence même, si vous voulez, j'étais pratiquement persuadé, et au travers de mes écrits, vous avez pu le découvrir, que les esprits étaient en train de se radicaliser. Je parle des citoyens français, voire certains Européens, se radicaliser en raison de l'aveuglement, du manque de clairvoyance de leurs élites politiques. Mais ces dernières semaines, et puis je ne veux pas revenir sur l'élection du président de la République, mais j'avoue très franchement que je suis là actuellement, pour vous dire très sincèrement... Allez-y, soyez franc, Général Martinez. Je suis dégoûté. Vous n'êtes sans doute pas le seul. De la politique, de nos élites politiques, c'est franchement à vomir. Le problème, et les Français et même nos élites de droite ont appelé, pour une bonne majorité d'entre eux, à voter pour le candidat qui a bénéficié du coup d'État institutionnel qui les a privés de la victoire. Ça, c'est ahurissant. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, sans doute. Absolument, mais c'est ahurissant. Et ensuite, on se rend compte que les Français, finalement, sont allés voter, et puis le président actuel, tout en étant au pouvoir aujourd'hui grâce à ce coup d'État institutionnel dont il a bénéficié, les Français vont lui voter une majorité parlementaire. Paraît-il, oui, selon les derniers sondages, la majorité absolue, voilà. Oui. Alors, on verra bien, mais c'est l'occasion de revenir sur peut-être un cas très concret, Manchester. Allez-y, oui, bien sûr, tout à fait. Puisque de toute façon, cela nous pend au nez également. Sans vouloir être prophète, oui, en effet. Voilà, et moi je suis effaré d'entendre bien une bonne partie des messages qui nous sont répercutés par les réseaux sociaux, par la presse, de ces Britanniques qui sont, après cet hommage rendu aux victimes, qui affirment que l'ennemi, que l'adversaire n'aura pas sa haine. Eh bien, je suis désolé. Comment peut-on être dans cet état d'esprit ? Et c'est là où je commence à douter de la volonté de ce peuple européen, et notamment du peuple français, de se battre pour son identité. Voilà. Sachant que ce sont toujours les mêmes réactions qui sont montées en épingle par la presse, par la grosse presse. Absolument. Et que rien n'est dit sur l'état vraiment profond. Là, je parlais tout à l'heure du peuple profond. Oui. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir sa réaction, mais ça, je suis persuadé que ça ne fera pas l'objet d'études publiées en tout cas. J'imagine également, parce que c'est déjà un peu tabou. On pourrait dévoiler un certain nombre de choses qui ne seraient pas correctes, voilà. Mais comme je l'ai dit aussi, qu'on le veuille ou pas, les esprits sont en train de se radicaliser, et c'est en cela que nos élites politiques devraient bien réfléchir et prendre un certain nombre de décisions pour essayer d'inverser ce cours des choses qui est mortifère. Vous rapportez les propos du général de Villiers, donc chef d'état-major de l'armée de terre, le fameux CEMAT, autrement dit, propos tenus en septembre 2016, oui. À propos de notre ennemi lié au terrorisme islamique. Je cite le général de Villiers, donc j'ouvre des guillemets. Cet ennemi a étudié dans nos écoles. Oui. Demain, il portera notre uniforme. Oui. Ce sont des paroles terrifiantes, Général Martinez. Absolument, et donc c'est à l'occasion d'une intervention à l'école militaire en septembre dernier. C'était donc une prise de conscience et une déclaration forte, et qui était tout de même accusatoire à l'égard de la politique qui est menée jusqu'à présent, mais qui a forcément été occultée et dont les médias ne se sont pas fait l'écho. Sans doute. C'est quand même malheureux, parce que c'est quelque chose d'important.
Et moi, si vous avez probablement vu, au moins dans mon introduction, je vais même au-delà de ce qu'a dit le CEMAT, et c'est en cela que, si vous voulez, ce titre provocateur de mon ouvrage... Nous aurons l'occasion d'essayer de décrypter ce titre. J'aurais pu l'intituler un peu différemment, par exemple, briser le silence pour provoquer le sursaut. Eh bien, je crois que c'est cela, parce que même nos forces armées, et c'est en cela que je dis qu'il serait bon que nos chefs militaires en activité, aujourd'hui, non pas de façon individuelle, mais de façon collective, brisent ce silence pour rappeler à nos autorités politiques quel est le véritable danger, non pas d'après-demain, mais de demain. Parce que nos forces armées elles-mêmes pourraient connaître, dans un avenir plus ou moins proche, des drames. Et je les évoque dans mon introduction, à la suite de ce que le général Semat a déclaré en septembre dernier. Vous pointez du doigt, je vous cite, les responsables politiques en France et d'ailleurs en Europe, qui ne veulent pas admettre la stratégie de conquête de l'islam. Vous venez d'en parler. Oui. Avec l'élection de Donald Trump, en général, beaucoup d'entre nous ont cru à un réveil des États-Unis, aux États-Unis, de la conscience de ce danger mortel. Le candidat Trump avait en effet eu des paroles très, très lucides et très claires sur la nature des régimes saoudiens et qataris. Or, le récent discours à Riyad du nouveau chef de l'exécutif américain a fait l'effet d'une douche froide. Oui. Trump a désigné, figurez-vous, amis auditeurs, je pense que vous le savez, Trump a désigné l'Iran comme responsable du terrorisme islamique, exonérant l'Arabie Saoudite et le Qatar. Bon, on croit rêver, vraiment, c'est... Oui, absolument. Donc l'Iran est le responsable du terrorisme actuel et ce qui est une contre-vérité évidente, nous sommes d'accord. Reste tout de même la Russie. Si on a bien compris aussi. Voilà, c'est ça. Il y a deux diables, qui méritent l'enfer. C'est Trump, comme vous savez, l'Iran et la Russie. Ne sort pas je dirais, du sérail politique habituel. Et sa victoire, a été bien sûr surprenante et méritante pour lui. Mais je crois, il me semble qu'au niveau de l'équivalent de notre ministère de la Défense chez les Américains, de nombreux responsables en sont restés encore du temps de la guerre froide. Et ils ne peuvent pas admettre ce retour de la Russie sur l'échiquier international. Du temps de la guerre froide et du temps du pacte de Quincy en 1945 entre Roosevelt et Ibn Saoud. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les premiers conseillers dont il s'était entouré, qui étaient quand même des gens de qualité, notamment je veux parler du général Flynn, ont été au bout de quelques semaines éjectés par des manœuvres politiciennes parce que ils envisageaient une nouvelle approche avec la nouvelle Russie. Et ça, certains n'ont pas pu le supporter. Donc là, on est effectivement devant un cas très, très difficile aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce discours je parle du discours de Riyad, du président Trump, est-ce que ce discours peut être un encouragement explicite donné aux principales puissances islamo-terroristes, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie, à continuer leurs œuvres de conquête de l'Europe ? Eh bien, dans la mesure où, comme vous le savez, il a quand même cette déclaration suivait ou précédait la signature de ce fameux contrat de 350 milliards. 380 milliards de dollars, oui, c'est absolument gigantesque. Mais là, même chose, la connaissance de l'islam, c'est une véritable lacune au sein des élites, non seulement françaises, mais mondiales. Parce que le président Trump, par cette déclaration, vient de faire le choix des sunnites, qui sont, eux, les bras armés, les véritables bras armés du terrorisme islamiste. Et quand on parle de terrorisme, je reviens sur les condoléances de notre nouveau président de la République lorsqu'il s'est rendu à l'ambassade britannique à Paris.
on a vu devant les médias, BFM, etc., on a même vu ce qu'il était en train d'écrire sur le cahier. Mais encore une fois, comme son prédécesseur, notre président ne veut pas nommer l'ennemi. Général Martinez, justement, vous en parlez, qu'attendre du nouvel exécutif français en matière de défense de la nation? Qu'attendez-vous de la nouvelle ministre des Armées, Sylvie Goulard, et comment interprétez-vous le changement de dénomination, le ministère de la Défense devenant le ministère des Armées? C'est peut-être un peu plus martial. Non, je ne pense pas. Bon, tout le monde suivait un petit peu ces nominations. Ça a été quand même surprenant parce que chacun s'attendait à ce que Monsieur Le Drian, qui a tenu le poste pendant 5 ans, de façon, les militaires en activité, j'imagine, lui ont apporté leur confiance. On aurait pu penser qu'il allait être prolongé également. Et donc, non, c'est pas le cas. Et comme vous le dites, ce ministère, cette ministre, Sylvie Goulard, a été nommée ministre des Armées et non plus de la Défense. Alors, pour quelle raison? Moi, j'y vois... vous me direz, c'est un sujet de prédilection des présidents de la République, certes, mais ça veut dire que le président de la République actuel aura la mainmise sur tout ce qui se passera au niveau de la défense nationale et de la sécurité. Alors, la désignation de Madame Goulard, une surprise pour le citoyen lambda et peut-être aussi pour les médias, pour un tel ministère aujourd'hui, mais en plus, pourquoi surprise? Parce qu'elle n'a aucune compétence reconnue, à ma connaissance, dans ce domaine. Mais finalement, on peut se dire que ça n'a pas d'importance. Aucune importance, et je dirais même, bien au contraire, si on veut bien comprendre la démarche que je viens d'évoquer du nouveau président de la République. Il faut quand même peut-être rappeler qu'elle a déclaré au député Jacques Miard « Je ne me sens pas française ». Oui, mais ce qui est quand même un comble quand on arrive à la tête du ministère de la Défense. Tout à fait. Alors tout cela découle d'un état d'esprit de l'intéressé, et je dirais ça, c'est une suite logique de la vision de notre président de la République. Parce que, Madame Goulard, députée européenne depuis 2009, avec l'étiquette du Modène, a été présentée comme ayant été la conseillère politique de Romano Prodi, l'ancien président de la Commission, et comme celle qui a participé à la rédaction du traité constitutionnel européen, que les Français ont massivement refusé en 2005. Et à qui pauvres Français, on a imposé ce traité sous une forme à peine modifiée, au point virgule près peut-être. Absolument. Il faut donc, et en plus, il faut rappeler que les citoyens français, eux, ne le savent probablement pas, mais elle a fondé, toujours avec M. Romano Prodi, mais également avec Cohn-Bendit, avec Isabelle Durand, avec l'ultralibéral Guy Verhofstadt, le groupe, ce qu'on a appelé le groupe Spinelli, qui est en fait une association de députés européens, d'universitaires et d'autres personnalités politiques, dont l'objectif est de promouvoir le fédéralisme européen. C'est effectivement, tout à fait clair. C'est une officine fédéraliste. À marche forcée, dans une Europe supranationale, et qui sera, je dirais, au service non pas des citoyens européens, ou des peuples européens, mais qui sera au service finalement des oligarchies financières. Durant la campagne pour les européennes de 2014, Sylvie Goulard a affirmé, je la cite, « Le député européen ne s'adresse pas au petit public français. Les dirigeants nationaux n'y connaissent rien, ils vendent une Europe qui n'existe pas. » Cette déclaration, à l'occasion d'un échange avec monsieur le député Jacques Millard, lorsqu'elle a déclaré qu'elle ne se sentait pas française. Forcément, elle se sent profondément européenne, mais je veux dire, moi-même, je me sens européen, et les Français... Oui, de civilisation, de cœur, de culture, mais pas la civilisation de Bruxelles, j'imagine. Voilà, nous ne voulons pas de cette Europe. Oui, tout à fait. Général Martinez, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Quand la Grande Muette prendra la parole, édition Apocalypse.
Apopsix, voilà, Apopsix, Apopsix, un livre fondamental dont je recommande chaudement la lecture à nos auditeurs. Chacun aura compris le sens, Général Martinez, qu'il faut accorder à l'expression prendre la parole s'agissant de l'armée. Je pense que quand l'armée prend la parole, les armes parlent. Bien, disons que c'est un peu pour ça, si vous voulez, depuis quelques années, que j'utilise cette appellation de général en deuxième section, parce que si j'avais écrit sous la simple signature de... Vous ne seriez plus général. Voilà, il faut donc, pour pouvoir donner un écho, il faut utiliser les armes, et la plume, en l'occurrence l'ordinateur, est aujourd'hui une arme qu'il faut utiliser pour rassembler les patriotes pour défendre leur identité. Et vous l'utilisez à bon escient avec énormément de talent et de courage. Merci Général Martinez. Serez-vous à la fête de Radio Courtoisie le 25 juin prochain? Absolument. Écoutez, c'est parfait. J'espère à mon stand, sinon vous me vexez profondément. Oui, très bien. Merci Général Martinez. Merci infiniment. Merci à vous, Henri Dubos.